Alors bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de revenir sur l'introduction générale pour le cours de l'impôt sur le revenu. Alors les étudiants ont d'ores et déjà vu dans le cadre du cours de fiscalité d'entreprise 1, ont déjà vu les principes essentiels introductifs pour un cours de fiscalité. Il faut juste savoir que pour un cours de fiscalité, normalement, il y a des choses essentielles sur lesquelles il faut s'attarder. Il y a d'abord l'impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée, à savoir la TVA, l'impôt sur le revenu, les droits d'enregistrement et le recouvrement des impôts et taxes. Une chose essentielle, c'est que bien évidemment, pour n'importe quelle matière académique ou discipline, et ici pour le cadre de la fiscalité, il faut savoir qu'on utilise des documents de base, de référence qui sont utilisés même sur le plan pratique, à savoir le CGI, le Code général des impôts. J'ai ajouté un petit N à côté de CGI, c'est pour faire allusion au Code général des impôts de l'année en cours, à savoir, par exemple, le CGI 2020, le CGI 2021, CGI 2019. Il faut savoir que le Code général des impôts est actualisé et mis à jour d'année en année. C'est pour cela qu'on utilise la loi de finances annuelle ou projet de loi de finances quand la loi de finances n'est pas encore publiée. Alors, d'abord, il serait intéressant de faire un petit rappel et de revenir sur qu'est-ce qu'un impôt d'abord. Alors l'impôt, bien évidemment, il s'agit d'un flux monétaire qui est encaissé par qui? Qui est encaissé par l'État marocain. En contrepartie, bien évidemment, d'une prestation qui est les services publics, les infrastructures qui sont offertes par l'État marocain. C'est pour cela qu'on exige en contrepartie le paiement des impôts. Alors, quelles sont ces personnes justement qui bénéficient de ces services publics et infrastructures et qui sont par la même occasion obligées de payer des impôts? Il y a d'abord les entreprises ou ce qu'on appelle les personnes morales. J'ai ajouté ici imposable parce que, bien évidemment, comme vous avez dû le voir en cours d'IS, de l'impôt sur les sociétés, il y a des personnes morales qui sont exonérées, qui ne sont pas imposables. Donc ici, les entreprises qui sont assujetties à l'impôt, on peut par exemple trouver des hôpitaux privés, on peut trouver des entreprises manufacturières, les industries, on peut trouver des écoles, on peut trouver des entreprises de grande distribution et j'en passe. On peut aussi trouver des personnes physiques qu'on appelle les ménages, par exemple, les foyers, ou les contribuables de manière générale. Ça peut être, par exemple, des ingénieurs ou des salariés qui travaillent au niveau d'une entreprise, un mécanicien ou un plombier qui travaille pour son propre compte, des médecins, des scientifiques, ça peut être un juge, un avocat, ça peut être des professeurs ou des policiers. Donc, toute tranche de personnes qui travaillent, que ce soit pour le compte d'une entreprise publique ou privée ou pour son propre compte. On a aussi les institutions financières et finalement toute autre entreprise, tout autre organisme ou institution qui a un but lucratif. Alors, une fois on a évoqué justement qu'est-ce que l'impôt comme flux monétaire et quelles sont ces personnes qui doivent justement payer ce flux monétaire en contrepartie des services publics qui sont offerts par l'État. Donc cet argent, il est rassemblé ou il est encaissé par l'État marocain au niveau de la TGR, le Trésor public ou la TGR, la Trésorerie générale du royaume. Alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que fait l'État avec cet argent? Soit il l'utilise dans le cadre des dépenses d'investissement, soit il l'utilise dans le cadre des dépenses de fonctionnement. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver, par exemple, dans les dépenses d'investissement de l'État? On peut trouver les investissements dans les projets d'utilité publique, pour les constructions et aménagements, par exemple, d'établissements scolaires, les écoles, les universités, les hôpitaux, les administrations et plusieurs infrastructures qui sont utilisées par les contribuables, les entreprises et qui sont justement financées par l'État. On a d'un autre côté les dépenses de fonctionnement. C'est en fait les charges d'exploitation, les charges courantes que peut avoir l'État. Et ce sont les charges d'exploitation publique et on trouve principalement les salaires et traitements des fonctionnaires et les différentes charges et les frais courants que peut supporter l'État. Alors, il serait aussi intéressant de revenir sur la classification des impôts que vous avez vu ou qu'on voit généralement dans le chapitre introductif à n'importe quel cours de fiscalité. Alors, il faut savoir que les impôts, bien évidemment, sont répartis en deux grandes catégories, les impôts directs et les impôts
indirects. Dans les impôts directs, on trouve l'impôt sur les sociétés. En fait, quand on parle de principe direct, c'est tout simplement quand l'impôt est payé directement et supporté et payé directement par le redevable à l'administration fiscale sans aucun intermédiaire. C'est justement le cas de l'IS et de l'impôt sur le revenu, l'IR. Par contre, la taxe sur la valeur ajoutée est considérée et représente un impôt indirect. Pourquoi? Parce que tout simplement, la TVA est supportée par le consommateur final. Mais ce n'est pas le consommateur final qui s'occupe de payer la TVA ou de verser la TVA à l'État. Ça se fait par l'intermédiaire des entreprises. C'est pour cela que dans ce cas, dans le cadre de la TVA, c'est un impôt indirect parce qu'elle est supportée par le consommateur final, mais elle est payée par les entreprises à l'administration fiscale. Alors, ce qui nous intéresse, nous, dans le cours de fiscalité 2, c'est l'impôt sur le revenu. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans le cadre de l'impôt sur le revenu? Alors, dans le cadre de l'impôt sur le revenu, on va s'attarder sur les points suivants. On va voir d'abord les caractéristiques. Par quoi est caractérisé cet impôt sur le revenu? Comment il est? Comment il est cet impôt sur le revenu? Comment on le détermine? Et quels sont les principes d'imposition à lire. Par la suite, une fois on va raisonner de manière générale, il faut savoir la méthodologie de calcul quand on parle d'un revenu global général, et c'est ce qu'on va voir dans le cours 1. Par la suite, on va s'attarder sur les particularités qui caractérisent chaque catégorie de revenus. Il y a des particularités qui sont propres à chaque catégorie de revenus. On distingue, et on va le voir par la suite, on distingue entre 5 catégories de revenus, qu'on appelle les revenus catégoriels. On a d'abord les revenus professionnels, les revenus salariaux et assimilés, y compris à l'intérieur également rentrent les traitements des fonctionnaires. On a les revenus et profits. Il faut savoir qu'un revenu n'est pas la même chose qu'un profit. C'est deux choses différentes, on va le voir par la suite. Les revenus et profits fonciers, les revenus et profits des capitaux mobiliers, c'est-à-dire les actions, les dividendes, les parts sociales, etc. Les revenus agricoles, bien évidemment, pour chaque catégorie de revenus, on va essayer de faire des applications pour montrer le principe de calcul propre à chaque catégorie de revenus. Alors, concernant les caractéristiques d'abord de l'IR, le LIR est caractérisé par 6 grandes caractéristiques qu'on va détailler une par une. On a bien évidemment vu dans le schéma qu'on a vu tout à l'heure qu'il s'agit d'un impôt direct. Il s'agit aussi d'un impôt qu'on appelle global. Il s'agit d'un impôt unique, d'un impôt personnalisé, d'un impôt déclaratif et finalement d'un impôt progressif. Alors, quand on a parlé de l'impôt sur le revenu, on a dit qu'il était un impôt direct, on a bien évidemment évoqué le principe d'intermédiaire. On a dit que dans le cadre de l'impôt sur le revenu, il n'y a pas d'intermédiaire entre le redevable légal et l'administration fiscale. Ça veut dire que l'IR est payé directement par le redevable direct légal à l'administration. Il est payé directement par ce redevable lui-même. Et bien évidemment, c'est ce redevable qui réalise la déclaration et le paie directement à l'administration fiscale. Il y a bien évidemment certaines exceptions qu'on va voir. C'est le cas, par exemple, entre autres, des revenus salariaux. Ce n'est pas le salarié qui paie directement ou qui fait directement sa déclaration à l'administration fiscale, mais ça se fait par l'intermédiaire de l'entreprise. Mais on considère quand même que cet impôt est prélevé directement sur son salaire. Mais ça se fait entre les mains de l'entreprise qui l'emploie. Alors, ce n'est pas le cas, comme on l'a vu tout à l'heure dans le schéma de la TVA, car la collecte de cet impôt qui est la TVA est assurée par le redevable légal qui joue l'intermédiaire. C'est qui le redevable légal? C'est l'entreprise qui joue l'intermédiaire entre l'État et le redevable réel. C'est qui le redevable réel dans le cadre de la TVA? C'est le consommateur final. C'est le consommateur final, comme vous avez dû le voir dans votre cours de TVA, c'est le consommateur final qui est redevable de la TVA. C'est le redevable réel. Mais l'intermédiaire, c'est l'entreprise, donc c'est elle, le redevable légal, c'est à travers ses mains, à travers l'entreprise que se fait le paiement ou la déclaration de la TVA. Alors, on a dit que l'impôt sur le revenu est un impôt global. Pourquoi? Parce que il va concerner un revenu global. Alors, bien évidemment, un contribuable, il peut avoir plusieurs revenus, pas uniquement un revenu salarial ou un revenu professionnel. Il peut être détenteur de plusieurs revenus. Dans ce cas,
on ne va pas calculer un impôt par revenu. C'est-à-dire, il n'y a pas autant d'impôts que de revenus comme était le cas avant 1990, mais il y a un seul impôt qui est calculé sur le revenu global. Donc, ça peut s'agir de salaire, comme je viens de le dire, de bénéfices des activités professionnelles, c'est-à-dire un revenu professionnel. Ça peut être un revenu foncier, ça veut dire des locations, le produit de location. Ça peut être un profit de cession immobilière, ça veut dire c'est un profit, ce n'est pas un revenu, c'est quand on cède un bien qui nous appartient, on a un profit, c'est à une date ponctuelle, ce n'est pas répétitif. Ça peut être aussi peut-être des revenus au profit de cession de valeurs mobilières, par exemple des actions. Alors, pour ce qui est d'un contribuable qui réside au Maroc, il est imposé sur l'ensemble de ses revenus sans aucune sans aucune exception. C'est pour cela qu'il s'agit d'un impôt global, c'est-à-dire qu'il caractérise ou qu'il concerne n'importe quel revenu, tout impôt confondu de source marocaine ou étrangère, à condition que ce contribuable réside au Maroc. Alors, il s'agit d'un impôt unique. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a permis depuis 1900, comme je viens de le dire, depuis janvier 1990, il a permis de passer à un système unique. Il n'y a pas plusieurs impôts, il y a un impôt. Tout simplement. Avant, on avait un système qu'on appelait un système cédulaire, c'est-à-dire il y avait autant d'impôts sur le revenu que de revenus. Il y avait autant d'impôts que de revenus, c'est-à-dire qu'on calculait les impôts par catégorie. Maintenant, on a un seul impôt sur les différentes catégories de revenus. D'accord? Donc, avant, on avait par exemple, avant 1990, on parlait par exemple de prélèvement sur traitement et salaire, le PTS. C'était l'impôt sur les revenus salariaux. On avait aussi l'IBP, c'est-à-dire l'impôt sur les bénéfices professionnels quand on a des revenus professionnels. Maintenant, ce n'est plus le cas. On n'a plus ce système cédulaire de autant d'impôts que de revenus, mais on a un impôt unique pour l'ensemble des catégories de revenus, que ce soit pour les personnes physiques et ou certaines personnes morales qui rentrent justement dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu. Alors, l'impôt sur le revenu est aussi un impôt personnalisé. Ça veut dire quoi personnalisé? C'est-à-dire qu'il prend en considération les conditions personnelles de chaque contribuable. On ne va pas venir imposer de la même manière et à à la même valeur et à la même hauteur deux personnes qui n'ont pas les mêmes caractéristiques que, par exemple, une personne qui a des enfants n'est pas imposable au même degré qu'une personne qui n'a pas d'enfants. D'accord? C'est justement un impôt qui est juste. Il est venu pour contrecarrer les inégalités sociales. Donc, justement, on prend en considération, quand on parle d'hier, on prend en considération le caractère personnel de chaque personne. Donc, l'impôt va venir varier en fonction des catégories auxquelles appartient le contribuable et selon justement sa situation familiale. On peut dire qu'il s'agit d'un impôt subjectif. D'accord? Donc, par exemple, comme je viens de dire, une personne ou un père de famille qui a des enfants à charge et une femme, une épouse à charge, il va bénéficier de ce qu'on va appeler par la suite des déductions pour famille, qui vont venir réduire son impôt sur le revenu par rapport à une personne célibataire qui n'a pas de personne à charge. Alors, il s'agit d'un impôt déclaratif. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un impôt qui passe par la déclaration à l'administration fiscale. Il faut le déclarer. D'accord? À l'exception, bien évidemment, à l'exception, comme j'ai dit tout à l'heure, de certaines catégories de revenus, à savoir les revenus salariaux et les revenus de capitaux mobiliers, par exemple quand on est détenteur ou détentrice d'actions. Donc, ce n'est pas nous, autant que salariés ou autant que fonctionnaires, qui réalisons notre déclaration. Ce n'est pas nous qui réalisons notre déclaration quand on a des actions, des dividendes sur actions détenues. Donc, on a un système de ce qu'on appelle la retenue à la source. C'est-à-dire que l'impôt est prélevé à la source sans pour autant qu'on soit obligé de faire une déclaration. Mais de manière générale, l'impôt sur le revenu est un impôt déclaratif, c'est-à-dire qu'il est déterminé grâce à une déclaration de revenus qui sera établie par le contribuable. Et finalement,
l'impôt sur le revenu est un impôt progressif. Dans l'adjectif progressif, il y a la progression, c'est-à-dire qu'il évolue en fonction du niveau du contribuable. Ça rejoint en fait ce que je viens de dire sur personnalisé. Ces deux caractéristiques se rejoignent et se complètent. Progressif dans la mesure où ça ne prend pas en considération l'aspect personnel, mais ça prend en considération le niveau du salarié. D'accord? Donc, bien évidemment, un salarié qui touche le SMIC ne peut pas être imposé à la même hauteur qu'un salarié qui touche, par exemple, un salaire peu supérieur à 180 000 dirhams par an. D'accord? Donc, c'est pour cela que on a créé l'administration fiscale où le système a créé ce qu'on appelle des taux progressifs. Ce sont des taux qui sont appliqués de manière différente selon la tranche de revenus que le contribuable touche. Par exemple, quelqu'un qui touche un niveau de revenu inférieur à 30 000 dirhams par an, il est imposable à 0%. Et plus ce revenu augmente, plus on va avoir le taux qui va augmenter. Donc le taux maximal est de 38% et le taux minimal est de 10%, c'est à partir de 30 000 dirhams. Donc la tranche maximale est de 180 000 dirhams. Donc le taux de 38% est appliqué pour tout revenu qui va être supérieur à 180 000 dirhams. Bien évidemment, entre les deux taux, on a des taux qu'on va voir par la suite quand on va arriver au calcul de l'IR. Ce sont des taux qui sont déterminés par tranche de revenus. C'est justement cela qui vient justifier le caractère progressif qui a été accordé à l'IR et justement qui permet de lui donner un rôle social et qui permet justement d'atténuer les inégalités sociales entre différentes catégories ou couches sociales de contribuables. Voilà pour ce qui est des caractéristiques de l'IR.